Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des processeurs Intel AMD et de leur évolution à travers l'histoire. En effet, il est important quand on programme un assembleur de bien connaître l'architecture des processeurs et en particulier les registres dont dispose le processeur, leur nom, leur taille, pour pouvoir après dans les instructions assembleur, choisir les bonnes instructions avec les bons registres. Donc le premier processeur 8 bits construit ou conçu par Intel a été en 1972, c'est le processeur 8008. Donc c'est un processeur qui disposait d'un bus de 8 bits qui servait aussi bien pour les données que pour les adresses. Et il y avait un mécanisme de multiplexage temporel qui avait été mis en place, puisque par exemple, ce processeur-là, il était capable d'adresser jusqu'à 16 kibioctets. Donc normalement, avec un bus d'adresse sur 8 bits, normalement on ne peut adresser que 256 de puissance 8 cases mémoire. Alors comment se fait-il que ce processeur arrivait à adresser jusqu'à 16 kibioctets? Tout simplement, l'adresse, elle était émise sur le bus à des instants différents. Donc il y avait d'abord 8 bits de l'adresse qui étaient émis sur le bus, puis les 6 bits restants. Puisque pour faire 16 kibioctets, il faut en réalité 14 bits. Donc ce processeur disposait de 48 instructions. Donc c'est un nombre d'instructions assez réduit par rapport aux processeurs actuels. Donc il disposait de 7 registres généraux A, B, C, D, E, H et L, avec les registres HL qui ont aussi un rôle particulier par rapport à l'adressage mémoire. Sinon, ces registres-là, ils servaient surtout pour les calculs, avec le registre A qui avait un statut un peu particulier. Et donc, comme je le disais, parmi ces 7 registres, il y a 2 registres particuliers H et L qui pouvaient être combinés ensemble pour former un registre 16 bits et être ainsi utilisés pour les accès en mémoire. Bien sûr, donc comme on a vu ici, ce processeur ne peut adresser que 16 kibioctets, c'est-à-dire une adresse sur 14 bits. Et donc ici, avec un registre sur 16 bits, il y avait 2 bits en fait qui étaient inutilisés. Ce processeur avait aussi 8 registres internes qui servaient pour la pile des adresses. Donc c'était des registres sur 14 bits. Et ces registres-là servaient par exemple pour stocker les adresses de retour lors d'appels de fonction. Et il y avait aussi, parmi ces registres-là, le pointeur d'instruction, c'est-à-dire quelque sorte le compteur qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Et enfin, il y avait 4 indicateurs. Un pour le signe, qui indiquait si le résultat de l'opération effectuée par l'UAL est positif ou négatif. Un bit 0 qui indique si le résultat est nul. Un bit de parité et un bit de retenue. En 1978, Intel a sorti le processeur 8086, qui lui est un processeur 16 bits. Donc il dispose de registres 16 bits. Alors on trouve peut-être une meilleure structuration des registres. Donc on a 4 registres généraux AX, BX, CX et DX.
sachant que chacun de ces registres-là 16 bits pouvait aussi être manipulé comme deux registres 8 bits. Donc par exemple le registre AX, 16 bits AX, ben, on va trouver dans ce processeur-là des instructions qui manipulent globalement le registre AX comme un registre 16 bits, mais on pourra trouver aussi des instructions qui vont manipuler les 8 bits de poids faible de AX, et donc ça va s'appeler le registre AL, ou bien les 8 bits de poids fort de AX, et ça portera le nom du registre AH. Alors, il ne faut pas voir AH et AL comme deux registres différents de AX, c'est tout simplement en fait les 8 bits de poids fort et les 8 bits de poids faible de AX. Et donc, même chose pour BX, CX et DX. Chacun de ces registres, on pouvait y accéder au poids fort et au poids faible à travers à chaque fois le même mécanisme de dénomination BH, CH, CL, DH, DL. Donc X pour extended, donc registre A étendu, H pour high, donc le poids fort, et L pour low, le poids faible. Donc ça, ces quatre registres-là, ils servent principalement pour les calculs. Et ben, en fait, on les retrouve dans les processeurs actuels, puisque les processeurs actuels, ben, ils sont compatibles avec le 8086. On a après des registres qui, eux, servent plutôt pour les accès en mémoire. Donc, on a les registres index et pointeur. Donc, ce sont des registres 16 bits. Donc, contrairement aux précédents registres, ceux-là, on ne peut pas y accéder de façon séparée comme deux registres 8 bits. Donc, il y a le registre SI et le registre DI, qui veut dire source index et destination index, souvent utilisé par exemple lors d'opérations de copie d'un tableau source vers un tableau destination, base pointer, pointeur de base, et stack pointer, le pointeur de la pile. Donc ce processeur-là, il permettait bien sûr d'accéder à une pile, et donc on avait ce registre-là qui pointait vers le sommet de la pile. On a ensuite les registres segments. Ce sont aussi des registres 16 bits qui ne peuvent pas eux aussi être manipulés comme des registres 8 bits. Donc on a le code segment, le data segment, extra segment et le stack segment. Donc en fait le processeur 8086, il organise la mémoire en segments justement de 64 kibioctets. Et ces registres-là, ben, celui-là permet en fait de savoir où se trouve le segment de code, donc la partie de la mémoire, si on veut, où se trouvent les instructions. Data segment, c'est la partie de la mémoire où se trouvent les variables. Extra segment, ben, c'est un segment supplémentaire qu'on peut utiliser dans les programmes. Et stack segment, ben, c'est la partie de la mémoire où se trouve la pile. Alors, on va revenir sur cette histoire de segment dans le prochain slide. On a après le pointeur d'instruction IP, instruction pointer, donc qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter, et un registre des indicateurs, flag, avec en particulier ces bits-là, C, P, Z, S, et on retrouve aussi un bit de débordement, overflow, par rapport au processeur précédent. Donc vous avez ici la position de ces différents bits dans le registre flag. Alors, la particularité du processeur 8086, c'est que comme on a vu, il a des registres 16 bits.
mais il se trouve que son bus d'adresse, il est sur 20 bits. Donc un bus d'adresse sur 20 bits, il permet d'accéder à 2 puissance 20 cases mémoire, c'est-à-dire 1 MB octet. Or, si les registres sont sur 16 bits, donc si on met une adresse sur 16 bits, bah, on ne pourra pas balayer tout l'espace mémoire. Et donc, la solution, c'est en fait de combiner deux registres 16 bits pour pouvoir balayer tout l'espace mémoire permis par les 20 bits. Alors c'est ici que vont intervenir la fameuse histoire des segments, parce que pour pouvoir donc utiliser l'ensemble de l'espace mémoire, on va construire une adresse 20 bits à partir de deux valeurs 16 bits, et donc deux registres. Donc il y aura une partie qui va être le segment et une autre partie le déplacement. Comment est obtenue une valeur de 20 bits à partir de ces deux valeurs de 16 bits? Eh bien, c'est avec cette opération particulière qui est 16 fois la valeur du segment plus le déplacement. Et cette formule-là, elle va en fait nous donner un schéma dans lequel la mémoire est organisée en segments de 64 kibioctets et les segments vont être en fait, ils vont se chevaucher et être à chaque fois séparés par un intervalle de 16 octets. Et ça va introduire une nouvelle notion qui est la notion d'adresse virtuelle et d'adresse réelle. Lorsqu'on appelle l'adresse virtuelle, c'est tout simplement le couple formé par la valeur du segment et la valeur du déplacement. Alors que l'adresse réelle, bah, c'est l'adresse sur 20 bits obtenue en faisant ce petit calcul, 16 fois la valeur du segment plus le déplacement. Et donc en fait, on comprend peut-être un peu mieux ici pourquoi ces registres s'appellent segments alors que ceux-là, ils ne s'appellent pas segments. Parce que tout simplement, ces registres-là vont pouvoir être combinés avec ces registres pour former une adresse sur 20 bits. Alors plus précisément, le registre CS, code segment, lui, il va être combiné avec le registre IP. Donc, lorsque IP contient une certaine valeur, ben, la valeur qu'il contient, ça va pas être l'adresse mémoire réelle. Pour trouver l'adresse mémoire réelle, il va falloir prendre la valeur du registre CS, la multiplier par 16 et rajouter la valeur IP. Et à ce moment-là, on trouvera l'adresse réelle de la case mémoire qui contient l'instruction à exécuter. Les autres registres vont pouvoir être combinés, donc les autres registres segments. Alors, SP et SS, ils vont ensemble, et DS va pouvoir être combiné avec les autres. Donc, pour la pile, c'est SP et SS qui vont être combinés. Pour les instructions, c'est CS et IP qui vont être combinés, et DS va être combiné avec les autres registres. Pouvoir accéder aux variables. Et donc, comme je disais, cette façon de faire va permettre en fait d'avoir des segments de 64 kibioctets qui vont se chevaucher et être séparés de 16 bits à chaque fois. Alors, une même case mémoire va pouvoir appartenir à différents segments. Par exemple, si je prends cette case mémoire d'adresse 0021 en hexadécimal, eh ben je vois en fait, alors sur ce schéma-là, il faudrait voir en fait les trois segments
comme superposés. Mais si je les superpose, on verra plus rien au niveau des chiffres. Donc, cette case mémoire, je disais, cette case mémoire réelle, en fait, elle appartient à ces trois segments. Le segment 0, le segment 1 et le segment 2. Du coup, à une même adresse réelle, donc à une seule case réelle, va pouvoir avoir différentes adresses virtuelles. Donc, par exemple, si je considère que cette case-là, elle fait partie du segment 0, ben dans ce cas-là, la valeur du segment, ça va être 0. Et le déplacement va être dans ce cas la valeur 21 en hexa. Donc ici, vous avez justement l'exemple, la case mémoire d'adresse réelle 21 en hexa, c'est-à-dire 33 en décimale. Donc cette case-là, c'est la case 33. Elle appartient en réalité à trois segments. Elle appartient au segment 0, au segment 1 et au segment 2. Donc, si on considère qu'elle appartient au segment 0, ben dans ce cas-là, le déplacement, le segment, il vaudra 0, puisqu'elle appartient au segment 0. Donc ici, j'ai le numéro du segment, 0. Et dans ce cas-là, le déplacement, ça va être 21 en hexa, c'est-à-dire 33. Et donc, si j'applique mon opération, adresse réelle égale segment fois 16 plus le déplacement, ben, ça me donne 33. Donc, ça me donne l'adresse réelle 33. Mais si je considère que cette case, elle fait partie du segment 1, eh ben, dans ce cas-là, son adresse virtuelle, ça ne sera plus 0,21, mais ça sera 1,11 en hexadécimal. Donc, adresse virtuelle 1,11. Donc, si je fais mon calcul d'adresse réelle, ça fait 1 fois 16, donc ici c'est le segment 1, donc 1 fois 16, plus 11 en hexadécimal, c'est 17 en décimale, donc ça fait 16 plus 17 égale là aussi à 33. Et enfin, si je considère qu'elle fait partie du segment 2, dans ce cas-là, le segment il sera égal à 2 et le déplacement sera égal à 1. Et l'opération va me donner 2 fois 16 plus 1 égale aussi 33. Alors, pourquoi cette façon de faire? Eh bien, tout simplement, imaginez que vous ayez un programme, par exemple, qui fait une taille de 6 octets. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir lui allouer le segment 0. Donc, il va occuper les 6 premiers octets du segment 0. Et du coup, le segment 1, il sera libre pour un autre programme. En revanche, si mon programme, il fait par exemple une vingtaine d'instructions, et ben dans ce cas-là, il va il va déborder un peu sur le segment 1, mais il va pas atteindre le segment 2. Une vingtaine d'instructions, il va pas aller jusqu'au segment 2. Puisqu'en fait, le segment 2, il commencera à l'adresse 32. Donc, du coup, si mon programme, il fait 20 instructions, je vais pouvoir lui allouer le segment 0, mais je ne pourrai pas allouer le segment 1 à un autre programme, mais je pourrais allouer le segment 2. Puisqu'il y a ici des cases du segment 1 qui sont aussi prises par mon programme qui se trouve dans le segment 0. Et donc ça permet, si vous voulez, une gestion plus optimale de la mémoire, dans le sens où, au maximum, on peut avoir, imaginons qu'un programme il fasse qu'un octet, donc imaginons qu'un programme il ne fait qu'un seul octet, donc du coup, au pire, on va perdre 15 octets en mémoire, puisque ce segment sera occupé par le programme qui occupe un octet, mais le segment 1, du coup, sera libre.
Donc on pourra allouer à partir de cette adresse-là, donc l'adresse 16, on pourra allouer ces cases-là pour un autre programme. Et du coup, on n'aura perdu que 15 octets. Donc cette façon de faire, elle permet de mieux gérer l'espace mémoire et en fait de perdre un minimum de cases mémoire pour chaque programme. Donc au pire, on va perdre 15 octets. Et ça permet aussi, si vous voulez, d'avoir des segments séparés pour chaque programme, pour qu'un programme ne puisse pas accéder aux données d'un autre programme. Donc, que les choses soient bien séparées en mémoire. Alors, à partir de 1985, il y a eu la génération des processeurs 32 bits qui est apparue avec le 8386. Et donc là, il y a eu de nouveaux registres 32 bits qui sont apparus, tout en préservant toujours la compatibilité avec les registres précédents. Et donc, on a un nouveau registre EAX 32 bits, donc Extended AX, donc c'est un registre AX étendu encore une fois. Donc un registre 32 bits, et les 16 bits de poids faible de ce registre-là correspondent en fait au registre AX. Donc on peut continuer à utiliser le registre AX, ça ne sera en réalité que les 16 bits de poids faible de ce nouveau registre EAX. Et même chose pour AH et AL, donc poids fort de AX et poids faible de AX. Remarquez qu'il n'y a pas de nom pour la partie les 16 bits de poids fort de EAX. Mais bon, si on veut récupérer les 16 bits de poids fort, il suffit simplement de faire une instruction de décalage. Donc on on décale la valeur qui est ici 16 fois vers la droite. Et du coup, les 16 bits qui sont là, ils vont se retrouver ici. Et donc après, on pourra les récupérer dans AX. Donc même chose pour EBX, donc un nouveau registre 32 bits, et toujours le même principe, 16 bits de poids faible, c'est BX, et on retrouve les 8 bits de poids fort et de poids faible, BH et BL. Et même chose pour ECX et EDX. Le même principe a été aussi appliqué pour les registres SI, DI, BP et SP. Donc on a cette fois-ci un registre 32 bits ESI, EDI, EBP et ESP. Et aussi, même chose pour le pointeur d'instruction. On a un registre EIP et pour des indicateurs EFL. Et enfin, à partir de 2004, avec le Pentium 4, sont apparus les premiers processeurs, donc 64 bits, processeurs x64, qui eux disposent de registres 64 bits. Donc là, les noms des registres 64 bits commencent par la lettre R, R comme registre. Donc on a RAX, qui est un registre 64 bits, et les 32 bits de poids faible de RAX, ce n'est autre que le registre EAX. Et même chose, les 16 bits c'est AX et les 8 bits poids fort et poids faible AH et AL. Même chose pour RBX, RCX et RDX. Et on retrouve aussi le même principe pour RSI, RDI, RBP et RSP. Donc ainsi, en fait, la compatibilité est préservée, ce qui permet en fait à des programmes écrits pour le 8086 de tourner encore sur le processeur d'aujourd'hui. Alors, il y a encore d'autres registres qui ont été ajoutés.
Donc ces registres-là, ils s'appellent R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 et R15. Et par contre, comme il n'y avait pas d'anciens registres qui existaient par rapport à cela, donc là on retrouve une autre dénomination. Donc on a R8D, R8W et R8B. Alors pourquoi ces lettres-là? Tout simplement B, ça signifie byte, octet. Donc ça veut dire que c'est les 8 bits, l'octet de poids faible. R8W, donc W c'est Word, et pour Intel Word c'est 16 bits, c'est pour Intel un mot, donc un mot mémoire c'est 16 bits. Donc chaque fois que vous verrez Word dans les processeurs Intel, ça veut dire 16 bits. Et D c'est tout simplement pour Double Word, donc double mot de 16 bits, donc le double de W, hein. Et du coup, ça fait ici 32 bits. Donc, lorsqu'un nom de registre se termine par D, ça veut dire que c'est un registre 32 bits. Lorsqu'il se termine par W, ça veut dire que c'est un registre 16 bits. Et lorsqu'il se termine par B, ça veut dire que c'est un registre 8 bits. Alors, il y a un point assez particulier dans les processeurs 64 bits d'Intel, dont il faut être conscient pour ne pas faire d'erreur ou passer beaucoup de temps peut-être à chercher un bug qui n'en est pas. Donc il faut connaître ceci pour justement ne pas tomber dans ce piège. Alors ça c'est un extrait du manuel Intel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les opérations sur 64 bits, elles génèrent un résultat sur 64 bits. Donc ça c'est tout à fait normal. Ici, des opérations sur 8 bits ou 16 bits, c'est-à-dire des instructions qui manipulent des registres 8 bits ou 16 bits, ben ça va générer des résultats sur 8 bits ou 16 bits. Donc par exemple, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, si vous faites une opération sur AH ou AL, eh ben, ça ne va pas affecter le reste des bits du registre RAX. De même, si vous faites une opération sur AX, ça ne va pas affecter le reste des bits de RAX. Là où c'est assez bizarre, c'est quand vous faites une opération sur 32 bits. Et ben là, ça affecte le reste des bits, puisque ça les annule. 0 extended, tout 64 bits résulte. Autrement dit, si vous utilisez une instruction qui manipule EAX, ben vous chargez par exemple une certaine valeur dans EAX, et ben ça aura pour effet d'annuler les 16 bits de poids fort de RAX. Ça peut ressembler à un effet de bord un peu bizarre, puisque si je veux modifier seulement les 32 bits de poids faible, ben j'ai pas envie de toucher aux 32 bits de poids fort. Et ben là c'est pas le cas, parce que si on modifie les 32 bits de poids faible, ça va annuler les 32 bits de poids fort. Donc ça c'est un comportement entre guillemets anormal, mais il faut en être conscient, il faut le savoir pour ne pas avoir de surprise quand on écrit nos programmes. Alors à titre d'exemple, pour bien comprendre, donc supposons que j'utilise l'instruction move rax, ffffff, donc je mets en fait tous les bits de rax à 1, donc 64 bits, donc ça va écrire ffffff dans le registre rax. Donc là c'est tout à fait normal. Si maintenant je mets la valeur AB dans le registre AL. AL, on a dit que c'était l'octet de poids faible de RAX. Donc je mets AB ici.
Donc vous voyez que le résultat, ben, j'aurai AB ici. Ben là, ça change pas. Le reste des bits ne change pas. Si je mets maintenant, donc ça c'est une opération 8 bits. Si j'utilise une instruction 16 bits, move AX ABCD, donc le H qui est ici à la fin signifie simplement que c'est de l'hexadécimal, hein, dans le langage assembleur d'Intel. Quand on écrit une valeur en hexadécimal, on met un H à la fin. Et si notre valeur hexadécimale commence par une lettre, il faut mettre un 0 devant. Donc, move AX, ABCD, ben, j'aurai ABCD ici, et le reste des bits ne sera pas affecté. Par contre, si je fais move EAX, et je mets donc dans les 32 bits de poids faible de EAX, ABCD, TCBA, donc je mets cette valeur-là, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça va automatiquement annuler les autres bits de mon registre RAX. Donc voilà, ceci clôt ce tour d'horizon des processeurs Intel AMD et leurs registres. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.